Aujourd'hui, nous vous proposons une compilation d'histoires et de moments étranges qui défient la logique et nous font remettre en question la réalité que nous connaissons. Des rencontres avec l'inconnu aux phénomènes sans explication, préparez-vous à entrer dans un monde où l'incroyable devient réalité. Numéro 1. Au plus profond des forêts les plus reculées d'Amérique du Nord, se cache une créature légendaire. Un être qui a captivé l'imagination de plusieurs générations. Bigfoot. La légende de Bigfoot a ses racines dans les cultures amérindiennes, où il est connu sous différents noms et descriptions. Pour certaines tribus, il est une figure protectrice, pour d'autres, une entité redoutable. Ces histoires anciennes racontent des rencontres avec un être de grande taille, couvert de poils, qui vit dans l'ombre de la forêt et est rarement vu par les humains. Au fil des années, de nombreuses observations de Bigfoot ont été faites. L'un des plus célèbres s'est produit en 1967, lorsque Roger Patterson et Bob Ginlin ont filmé ce que beaucoup considèrent comme la preuve la plus convaincante de l'existence de cette créature. La séquence montre un être à fourrure, marchant debout, s'éloignant rapidement de la caméra. Cette vidéo a été analysée, démystifiée et défendue d'innombrables fois, mais elle reste encore aujourd'hui une référence dans le débat Bigfoot. Mais qu'est-ce que Bigfoot exactement ? Certains pensent qu'il s'agit d'un descendant du Gigantopithecus, un énorme singe qui vivait il y a des millions d'années. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce d'hominidé non découverte, une branche perdue de l'arbre évolutif humain. Ces théories reposent sur l'idée que le vaste territoire largement inexploré de l'Amérique du Nord pourrait abriter une telle créature. Les théories ne s'arrêtent pas là. Certains soutiennent que Bigfoot pourrait être une créature interdimensionnelle ou même un extraterrestre. Ces hypothèses plus ésotériques suggèrent que Bigfoot pourrait avoir la capacité de se déplacer entre les dimensions ou qu'il s'agit d'une entité envoyée par des êtres venus d'autres mondes. Cependant, le manque de preuves physiques solides, telles que des restes ou des os, a conduit de nombreux scientifiques à être sceptiques. L'absence de preuves tangibles amène la communauté scientifique dans son ensemble à rejeter l'existence de Bigfoot en tant que légende urbaine ou phénomène culturel. Malgré cela, la recherche de Bigfoot se poursuit. Il existe des organisations et des passionnés qui se consacrent à trouver des preuves concluantes de son existence. Équipés de caméras de vision nocturne, d'enregistreurs audio et de drones, ces chercheurs scrutent les forêts à la recherche de signes de la mystérieuse créature. Des expéditions sont organisées régulièrement, avec des équipes de chercheurs passant des jours et des nuits dans la nature, dans l'espoir d'apercevoir Bigfoot. Bien que beaucoup reviennent avec des histoires de sons étranges et d'empreintes de pas inexpliquées, les preuves définitives restent insaisissables. Bigfoot n'est pas seulement une légende américaine. Des histoires de créatures similaires se retrouvent partout dans le monde. Dans l'Himalaya, on parle du Yéti, un être semblable qui vit dans le froid et les hautes montagnes. En Australie, les aborigènes racontent l'histoire du Yowie, une créature d'apparence similaire qui rôde dans les forêts. En Russie, l'Almasty est un personnage similaire, avec des histoires remontant à plusieurs siècles. Cela suggère que le mythe d'une grande créature velue est universel et a perduré à travers le temps et les cultures. La fascination pour Bigfoot a également influencé la culture populaire. Des films, des émissions de télévision, des livres et des documentaires ont exploré la légende, offrant un mélange de faits, de fiction et de spéculation. La figurine Bigfoot a été utilisée dans la publicité, dans les jouets et comme symbole de la recherche de l'inconnu. Ce phénomène culturel a maintenu la légende vivante et favorisé un sentiment de mystère et d'aventure. Que Bigfoot soit réel ou non, sa légende perdure. Il représente le mystère et la fascination pour l'inconnu, rappelant qu'il existe encore des choses dans notre monde qui échappent à notre compréhension. L'idée qu'une créature d'une telle taille puisse échapper à la détection pendant si longtemps nous invite à réfléchir sur l'immensité de notre planète et sur les secrets qu'elle peut encore receler.
Et vous, croyez-vous en Bigfoot? Ou pensez-vous qu'il s'agit simplement d'un mythe, alimenté par l'imagination et le désir de croire à l'inexplicable? La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une forêt solitaire, gardez les yeux ouverts, peut-être, juste peut-être, serez-vous le prochain à le repérer. Et en attendant, la légende de Bigfoot continuera d'inspirer les explorateurs, les scientifiques et les rêveurs. Numéro 2. Au plus profond des vues majestueuses du Grand Canyon, une découverte étonnante a été faite qui a choqué la communauté scientifique. Quelque chose a émergé d'anciennes couches de roches et de sédiments, remettant en question notre compréhension du monde naturel. Il ne s'agit pas simplement d'un vieux trou dans le sol. Mes amis, c'est une gorge profonde et majestueuse qui s'étend sur 270 000 et mesure 18 000 de large. Imaginez-vous debout au bord, regardant la vaste étendue avant de ressentir l'ampleur de ce chef-d'œuvre monumental de la nature. Le Grand Canyon a une histoire impressionnante qui s'étend sur plus de 6 millions d'années. Oui, cette merveille évolue depuis bien plus longtemps que nous ne pouvons le comprendre. C'est un témoignage vivant de la puissance de l'activité géologique et de la force implacable du puissant fleuve Colorado. Au cours d'innombrables éons, couche après couche de roches a été sculptée et ciselée, révélant d'anciens secrets et exposant certaines des roches les plus anciennes de la Terre. Mais il ne s'agit pas seulement des rochers, mes amis. Le Grand Canyon est un trésor de merveilles archéologiques qui vous transporteront dans le temps. Suivez la trace du temps lors de ce voyage captivant qui révèle l'histoire géologique de ce magnifique canyon. En explorant la limite sud du parc, vous serez émerveillé par les caractéristiques remarquables gravées dans le paysage depuis des millions d'années. Cependant, le Grand Canyon n'est pas seulement une merveille géologique et archéologique, il abrite également des humains depuis des milliers d'années. Pouvez-vous imaginer les histoires qui résonnent à travers ces anciens murs? Les preuves de l'existence d'humains préhistoriques remontent à 12 000 ans, avec des artefacts tels que des fers de lance en pierre et de délicates figurines de brindilles fendues révélant un aperçu de leur vie au cours des siècles dont le Grand Canyon a été témoin. Ce lieu magique a été un sanctuaire pour plusieurs tribus amérindiennes, dont les peuples ancestraux Paiute, Navajo, Zuni et Hopi. Son riche patrimoine culturel est intimement lié à la structure même de ce lieu sacré. Une tribu en particulier est profondément liée au canyon. Le peuple Havasupé l'appelle sa maison ancestrale depuis plus de 800 ans et continue de prospérer dans sa splendeur aujourd'hui. Le Grand Canyon accueille les visiteurs de tous horizons, les invitant à admirer sa beauté majestueuse. Les piscines céruléennes et les superbes roches rouges attirent plus de 20 000 visiteurs chaque année, offrant un aperçu de la culture dynamique et de l'esprit résilient du peuple Havasupé. C'est ici que les histoires anciennes rencontrent les aventures modernes, où la magnificence de la nature occupe une place centrale. Et en parlant d'histoires anciennes, il est temps de commencer par la découverte de Kincaid en 1909. Tout a commencé en 1909 lorsque G.E. Kincaid, un habitant audacieux de Lewiston, dans l'Idaho, s'est lancé dans une aventure sur le fleuve Colorado, armé de son fidèle appareil photo. L'homme a décidé de capturer la beauté époustouflante des canyons et des vues sur la rivière qui l'attendait. Il ne savait pas que son voyage le mènerait à une étonnante découverte archéologique qui captiverait l'imagination d'innombrables aventuriers. Alors que Kincaid s'enfonçait plus profondément au cœur du Grand Canyon, il tomba sur une caverne si cachée et inaccessible qu'elle semblait être un secret bien gardé. Située à 1486 pieds sous la paroi du canyon, cette caverne promettait des merveilles incalculables. Cependant, il était interdit aux visiteurs, protégé par des restrictions strictes interdisant l'entrée non autorisée. Les scientifiques qui étudiaient la caverne voulaient préserver ces trésors archéologiques sans l'interférence des chasseurs de reliques ou des curieux. Grâce à sa détermination et contre toute attente, Kincaid a réussi à atteindre cette merveille cachée. Les taches sédimentaires sur les parois de la grotte attirèrent son attention et,
à mesure qu'il s'approchait des marques de burin sur les parois de la grotte, sa curiosité s'intensifia, le poussant à entrer. Et ce qu'il a trouvé dans ces profondeurs caverneuses l'a laissé stupéfait. Le tube central de la caverne s'étendait sur une largeur impressionnante de 12 pieds, se rétrécissant à 9 pieds à mesure qu'il s'enfonçait et bifurquait à partir du passage principal. Il y avait des couloirs latéraux menant à des chambres semblables aux salons modernes, imaginez-vous dans un espace qui abritait les anciens, avec des murs ornés de portes de forme ovale et des espaces d'air circulaire pour la ventilation. Les pièces étaient méticuleusement conçues, avec des murs de 3 pieds 6 pouces d'épaisseur, ses toits étaient au centre, mais la véritable merveille se trouvait dans un passage, à des centaines de mètres de l'entrée. Là, assise en tailleur, se trouvait une idole ou divinité de la ville. L'idole, semblable à Bouddha, tenait des fleurs de lotus ou des lys dans chaque main. Les experts s'interrogent sur le symbolisme religieux derrière cette sculpture, spéculant qu'elle pourrait refléter les pratiques cultuelles des anciens Tibétains. L'idole était entourée d'images plus petites, certaines d'une beauté exquise, tandis que d'autres possédaient des formes tordues qui représentaient peut-être la lutte éternelle entre le bien et le mal. Pour ajouter à l'atmosphère énigmatique, il y avait des cactus surdimensionnés avec des membres saillants flanquant le dieu. Toutes ces sculptures ont été minutieusement réalisées à partir d'une roche dure semblable à du marbre, démontrant les compétences remarquables de cette civilisation perdue depuis longtemps. En fouillant plus profondément dans la caverne, Kincaid a découvert des outils en cuivre et un banc entourant un espace de travail où les anciens habitants connaissaient la technique de durcissement du cuivre, une technique perdue dans le temps. Des matériaux tels que le charbon de bois et les scories indiquaient que ces êtres énigmatiques étaient impliqués dans la fusion du minéral, mais l'emplacement exact et les méthodes qu'ils utilisaient restaient un mystère. Kincaid a émis l'hypothèse que les hommes des cavernes étaient une civilisation avancée, peut-être les ancêtres des habitants des falaises trouvées dans les zones environnantes autrefois dynamiques et prospères. Leur culture avait disparu depuis longtemps de la surface de la Terre, laissant derrière elle des fragments alléchants de leur existence. Nous sommes tombés sur une découverte étonnante en explorant cette chambre fascinante ornée d'anciens symboles hiéroglyphiques similaires à ceux trouvés en Égypte. La découverte la plus intrigante se trouve au sein de la citadelle, nous parlons de corps momifiés aux proportions immenses. Aucune de ces momies ne mesure moins de 9 pieds et est enveloppée dans du lin sombre qui cache leurs secrets, on ne peut que se demander quels secrets ils gardent. En approfondissant les mystères de cette ville souterraine, nous découvrons un étonnant amalgame de cultures. Les poteries et les instruments témoignent d'origines lointaines, créant une diversité archéologique exceptionnelle. La découverte remet en question notre compréhension du monde antique et de son interconnexion. Il y a une crypte cérémonielle dans la grande salle où ont été retrouvées les momies, pleine de secrets à révéler. L'atmosphère est sombre et inquiétante, avec des spéculations sur des serpents mortels ou des produits chimiques anciens. Cette zone, qualifiée interdite par les Égyptiens et les Hindous, est réservée même au personnel du parc et aux randonneurs, ce qui soulève des questions sur son contenu caché. Certains affirment que des soldats armés gardent l'entrée, alimentant ainsi les théories d'une classe dirigeante cachée, tandis que d'autres suggèrent que la ville souterraine est devenue le musée d'une époque oubliée. Les découvertes de Svetlana Balabanova, qui a trouvé quelque chose de surprenant dans des momies égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans, ont été critiquées et suscité haine et menaces. Cependant, le docteur Balabanova a maintenu son témoignage précis. Le docteur Rosalie David a réaffirmé la polémique en confirmant la présence de cocaïne et de tabac dans les momies, ébranlant le monde archéologique. Le World Explorer Club a décidé d'approfondir ses recherches et a contacté la prestigieuse Smithsonian Institution. Il voulait savoir si les documents officiels confirmaient ces découvertes époustouflantes, ce qu'ils entendirent ensuite les laissa perplexes. Un archéologue du Smithsonian a nié toute implication dans des fouilles impliquant des artefacts égyptiens en Amérique du Nord ou du Sud.
Et pour ajouter encore plus de mystère, il n'y a aucune trace des prétendues découvertes de Kincaid et Jordan, autrefois liées au Smithsonian, c'est comme s'ils disparaissaient dans les airs. Alors, où cela nous mène-t-il? Pourquoi un musée, en particulier un musée aussi renommé que le Smithsonian, supprimerait-il des informations aussi révolutionnaires? Les réponses restent insaisissables, nous laissant avec plus de questions qu'au départ. Les institutions craignent les bouleversements que pourraient provoquer de telles révélations. S'ils tentent de protéger la stabilité et les fondements de notre société, s'ils craignent que remettre en question notre histoire ne nous amène à remettre en question tout ce que nous savons, de la science à l'éducation, les conséquences seraient immenses. Numéro 3. Yellowstone est l'un des endroits les plus visités de la planète grâce à son impressionnant parc national et ses nombreuses attractions. Cependant, les visiteurs du parc national doivent être prudents, car une fissure de 30 mètres de large s'est ouverte en moins de 24 heures. Quelle est la cause de la fissure et qu'est-ce que cela signifie pour le parc national et ses environs? Le parc national de Yellowstone a quelque chose à offrir à tout le monde, c'est pourquoi il est une destination populaire auprès des touristes du monde entier. Parmi eux se trouve le Grand Canyon, creusé par la rivière Yellowstone. Ce magnifique canyon mesure 32 km de long et 365 mètres de profondeur. La cascade inférieure où la rivière descend de 93 mètres, soit 2 fois la hauteur des chutes du Niagara, avant de heurter le fond du canyon avec une telle force qu'elle envoie de la mousse et de la brume sur des centaines de mètres vers le haut, mouillant constamment la roche. La mousse vert vif pousse au-dessus de l'eau et constitue son élément le plus célèbre et le plus photographié. Au fur et à mesure que l'eau coule et finit par cesser de mousser, elle apparaît verte, mais elle est complètement claire. La couleur de la rivière est causée par les algues et la mousse. Il y a aussi la source chaude de Mammoth, créée par la chaleur, l'eau, les minéraux et le calcaire travaillant ensemble pour former la célèbre formation où le travertin multicolore, un type de carbonate de calcium, s'est dissous du calcaire sous le sol et ramené à la surface par source d'eau chaude. Même si certaines fontaines et terrasses disparaissent, le débit global d'eau à Yellowstone est étonnamment constant, alors que de nouveaux débits bouillonnent à la surface. La terrasse de Minerva, avec sa ressemblance frappante avec un escalier magnifiquement sculpté, est l'un des éléments les plus impressionnants ici. Il y a aussi la région du volcan de boue de Yellowstone, que vous sentirez avant de le voir. L'ultrasoude est provoqué par le soufre, qui est également responsable du sifflement et du bouillonnement des boues. L'acide sulfurique contenu dans les peaux ronge le paysage environnant, créant une atmosphère étrange mais captivante. Dans le parc national de Yellowstone, il existe une zone appelée Upper Geyser Basin, où se trouvent la plupart des caractéristiques géothermiques, y compris le célèbre Faithful Geyser. Il y a 5 grands geysers dans cette zone et le parc prédit leurs éruptions. Il y a maintenant une nouvelle manifestation dans une zone appelée Teton, dans le Wyoming, où une grande fissure de 30 mètres de large s'est ouverte. Le parc a fermé cette section pour enquêter sur ce qui se passait. La chaîne Teton est la plus jeune du Wyoming, vieille de moins de 10 millions d'années, et possède des roches dures qui la protègent de l'érosion. Les Tétons sont des montagnes aux roches très dures qui résistent à l'érosion, mais l'érosion reste implacable et les débris rocheux s'accumulent sur les pentes. La contraction et l'expansion des particules de roche provoquent des contraintes et des déformations pouvant conduire à la formation de fissures. L'eau qui s'infiltre le long de ces fissures gèle et se dilate, ce qui peut déloger les dalles rocheuses des parois de la montagne. La gélifraction fait tomber et rouler la dalle rocheuse sur des centaines ou des milliers de mètres, la brisant en fragments. La gravité déplace les débris rocheux et s'ils sont mélangés à de la neige ou de l'eau, ils peuvent s'écouler lentement comme un glacier. Les avalanches de neige transportent également des débris et laissent des cicatrices visibles sur les pentes, exposant ainsi les nouvelles surfaces rocheuses aux attaques de l'eau et du gel. Le canyon du Train est jonché d'arbres brisés, preuve du pouvoir de la neige,
des glissements de terrain et de l'eau pour transporter les débris rocheux et aider à sculpter la chaîne Téton. Les inondations printanières dans les Tétons déplacent les débris rocheux vers les zones voisines. Les géologues surveillent de près les fissures en expansion dans les contreforts rocheux de Tétons. Yellowstone est actuellement en train de se recharger, avec du nouveau magma remplissant ses chambres. Les scientifiques ont développé une nouvelle méthode pour estimer le taux d'accumulation de magma sous Yellowstone, ce qui pourrait aider à mieux comprendre les dépôts de magma du volcan. La caldeira est chauffée par le charbon, un facteur critique pour l'éruption, selon Peter Larson, co-auteur de l'étude. Une fois les chambres remplies, la formation terrestre pourrait entrer en éruption à tout moment, libérant jusqu'à 386 km3 de magma dans l'atmosphère. La rhyolite, roche volcanique explosive riche en silice, est un facteur clé de la capacité destructrice du volcan lorsque la croûte terrestre se brise lors d'une éruption. Le professeur Larson et ses collègues ont étudié le panache de magma chauffant la rhyolite par le bas, ce qui leur a permis d'estimer la quantité de magma rechargé dans le volcan chaque année. Pour ce faire, les chercheurs ont injecté un isotope stable et radioactif appelé deutérium dans plusieurs sources chaudes du parc national de Yellowstone, qui sont reliées à un réseau de bouches hydrothermales importantes dans le système volcanique de Yellowstone. Les chercheurs ont découvert que des études antérieures avaient sous-estimé la quantité d'eau et de chaleur circulant dans les sources. La NASA estime que refroidir le supervolcan situé sous Yellowstone en forant jusqu'à près de 10 km et en pompant de l'eau à haute pression pourrait être la solution la plus viable. Cependant, cela est très risqué et pourrait provoquer une éruption cutanée au lieu de la prévenir. De plus, le refroidissement de Yellowstone par forage serait un processus extrêmement lent qui pourrait prendre des dizaines de milliers d'années. Si une éruption de Yellowstone devait se produire, elle pourrait causer des dommages aux bâtiments, aux cultures et aux centrales électriques, car le dépôt de magma chaud de 8 km de profondeur se cache sous le parc. Une chambre magmatique est entrée en éruption à plusieurs reprises au cours de l'histoire. La grande majorité des éruptions de Yellowstone ont été des coulées de lave plus petites, la plus récente remontant à environ 70 000 ans sur le plateau de Peachstone. Mais c'est la possibilité lointaine d'une super-éruption catastrophique qui attire tant d'attention sur Yellowstone. Une super-éruption est définie comme tout ce qui a une magnitude de 8 ou plus sur l'indice d'explosivité volcanique, expulsant au moins 1000 km3 de matière. De quoi enterrer le Texas à près de 2 mètres sous terre. Ces super-éruptions sont des milliers de fois plus puissantes que les éruptions les plus puissantes que nous ayons vues dans le passé, y compris l'éruption du mont St. Helens en 1980. Yellowstone a connu 3 de ces éruptions véritablement massives il y a 2,1 millions d'années, soit 1,3 million d'années. En et 664 000 ans. Le dernier d'entre eux, Alava Creek, a expulsé tellement de matériaux du dessous qu'il a créé la caldeira de Yellowstone, une dépression de 54 km sur 80 km dans la croûte. Il convient de noter que Yellowstone n'est pas le seul supervolcan de la planète. Les géologues ont découvert des preuves d'au moins 47 super-éruptions au cours de l'histoire de la Terre. La plus récente s'est produite il y a environ 26 000 ans en Nouvelle-Zélande, comme à Taupo, et, plus dramatique encore, le déplacement des plaques tectoniques a provoqué l'éruption massive de Toba il y a 74 000 ans. Cela a précipité un hiver mondial dramatique de 6 à 10 ans, qui, selon certains, a presque anéanti la jeune race humaine. Bien que ce ne soit pas une règle absolue, la Terre a connu en moyenne environ une super-éruption tous les 100 000 ans. L'un des scénarios d'éruption de Yellowstone les plus probables est un événement plus petit avec des coulées de lave similaires à ce qui se passe actuellement à Barabinga, en Islande, et peut-être une explosion volcanique typique. Cela serait probablement causé par une série de tremblements de terre dans une zone spécifique du parc alors que le magma remonte à la surface. Dans le cas peu probable d'une éruption supermassive beaucoup plus importante,
les signes avant-coureurs seraient beaucoup plus prononcés. Une activité sismique intense sera très probablement remarquée en premier dans tout le parc, et avant une éruption, ces tremblements de terre pourraient mettre des semaines, voire des mois, à briser les roches au-dessus du magma. Mais que se passerait-il s'il y avait une éruption supermassive, un événement 1000 fois plus puissant qu'une éruption volcanique ordinaire, expulsant au moins 1000 km3 de matière et durant des semaines ou des mois? Les coulées de lave seraient contenues dans le parc, dans un rayon relativement petit, disons environ 64 km. En fait, seulement un tiers environ des matériaux atteindrait l'atmosphère, mais la plupart des dégâts proviendraient des cendres volcaniques, un mélange d'éclats de roches et de verre qui seraient éjectés à des kilomètres dans les airs et dispersés à travers le pays. Les scientifiques ont utilisé des dépôts de cendres historiques ainsi qu'une modélisation avancée pour conclure qu'une éruption produirait un nuage parapluie qui se propagerait dans toutes les directions. Une éruption supermassive pourrait ensevelir le nord des Rocheuses sous près d'1 mètre de cendres, faisant des ravages dans le Wyoming, l'Idaho, le Colorado, le Montana et l'Utah. Pendant ce temps, le Midwest recevrait quelques centimètres de cendres, tandis que les deux côtes en recevraient encore moins. La répartition précise serait déterminée par les saisons et les conditions météorologiques, mais l'un ou l'autre de ces scénarios serait désastreux. Une telle quantité de cendres volcaniques a le potentiel de tuer des personnes, des plantes et des animaux, ainsi que d'écraser des bâtiments. Même quelques centimètres de cendres, que pourrait recevoir une grande partie du pays, peuvent détruire des fermes, obstruer les routes, causer de graves problèmes respiratoires, bloquer les lignes électriques et même court-circuiter les transformateurs. Une grande partie du transport aérien en Amérique du Nord serait contrainte de s'arrêter. Une éruption volcanique d'une telle ampleur aurait également un impact significatif sur le climat mondial. Les volcans peuvent rejeter des aérosols de soufre dans l'atmosphère, qui réfléchissent la lumière du soleil et rafraîchissent le climat. Comme ces particules ont une courte durée de vie dans l'atmosphère, leur effet n'est que temporaire, mais peut être dramatique. Lorsque le mont Pinatubo est entré en éruption en 1991, il a refroidi la planète d'environ 1 degré Celsius ou 1,8 degré Fahrenheit pendant plusieurs années, et l'éruption du Tambora en 1815 a suffisamment affecté le climat pour endommager les cultures dans le monde entier, entraînant potentiellement des famines dans certaines régions. Et c'étaient des éruptions mineures par rapport à ce dont un supervolcan est capable. Cependant, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles. Yellowstone a déjà vécu une vie longue et fructueuse, il est possible que la dernière éruption ait été la dernière après tout, puisque les volcans finissent par s'éteindre. La chambre magmatique située sous Yellowstone est influencée par deux forces opposées, la chaleur du dessous et le froid relatif de la surface. Si moins de chaleur pénètre par le bas, la chambre pourrait éventuellement geler, se transformant en un corps solide de granit. Il est également important de noter que le point chaud volcanique situé sous Yellowstone se déplace progressivement vers le nord-est, ou plus précisément, la plaque tectonique nord-américaine située au-dessus du point chaud se déplace vers le sud-ouest. Sur une échelle de temps suffisamment longue, le point chaud quittera Yellowstone et le supervolcan s'éteindra probablement. Comment pensez-vous qu'une éruption de Yellowstone vous affectera ?